Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, et non pas pour vous parler de régime cétogène comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne Eat Fat to Be Fit, parce qu'à la base cette vidéo je la tourne sur ma petite chaîne personnelle pour partager des choses qui sont plus de l'ordre privé plutôt que de mes activités sur le régime cétogène. Donc là on est entre amis, j'essaye simplement de communiquer avec vous un point qui est extrêmement important pour moi. Vous savez que je suis un grand fan et un grand défenseur du livre, de l'outil livre dans une civilisation, outil qui permet de passer d'une génération à une autre génération de la connaissance depuis des millénaires sous forme manuscrite, puis après avec l'imprimerie et puis la démocratisation du livre et la baisse de ses coûts ces dernières décennies, derniers siècles. Donc, j'ai un immense respect pour l'outil livre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous une sélection de 25 titres, 25 ouvrages que j'ai sélectionnés pour leur intérêt, leur poids qu'ils ont eu dans ma propre vie, c'est-à-dire 25 livres qui ont changé ma vie. Alors, le livre chez nous, avec Nelly et moi, c'est quelque chose de très important. Pour vous donner une idée, quand on a déménagé, quitté définitivement l'Europe pour habiter aux États-Unis, 80% des cartons de notre déménagement n'étaient rien d'autre que des livres, donc des livres papier, pas des livres numériques. Et cette immense importance du livre m'a poussé à, par exemple, faire la vidéo qui est aussi sur cette chaîne sur le grand danger de l'IA qui est littéralement en train de détruire le livre. Alors, je l'ai déjà annoncé il y a plusieurs années avec un article sur le site en 2022, mais je l'ai rappelé dans cette vidéo sur l'IA et les faits me prouvent que j'ai malheureusement raison, puisque personne n'en a bien pris conscience. Et l'IA est vraiment en train de détruire le livre, c'est-à-dire s'accaparer des siècles d'intelligence humaine publiés dans des livres pour finalement faire une forme de captation. Ils ont phagocyté le livre jusqu'à les détruire, c'est-à-dire acheter du livre, scanner les livres, les faire analyser par l'IA, détruire des livres. On parle de millions de titres, on parle de milliards de dollars de droits d'auteur spoliés, on parle de procès qui sont en route. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est qu'à la fin, cette captation de la connaissance qui est aujourd'hui publiée et disponible dans les livres, dans les prochaines années, va faire que l'écosystème du livre va s'effondrer. Les auteurs vont arrêter d'écrire puisque l'écosystème n'existera plus. Les maisons d'édition vont mettre la clé sous la porte et la connaissance ne sera plus disponible que chez les propriétaires des grandes intelligences artificielles qui auront siphonné ces connaissances. Et là, bien sûr, vous aurez un péage pour avoir accès aux connaissances qu'ils vous autorisent à avoir, tout en vous cachant, par exemple, des sujets que eux-mêmes n'ont pas intérêt à vous faire connaître. C'est quelque chose de majeur dans la civilisation humaine. Adolf Hitler a essayé de vraiment mettre des bornes à ce que vous étiez capable de penser en interdisant et en brûlant des livres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, c'est un grand amateur comparé à l'IA, puisque l'IA, c'est devenu quelque chose à l'échelle industrielle. Et j'ai alerté là-dessus. Malheureusement, personne n'a compris, y compris dans des maisons d'édition. J'ai dit attention, attention, attention. Personne n'a compris. Et ben, les chiffres me prouvent que j'ai raison, puisqu'il suffit de voir les chiffres 2025 des ventes de livres, avec des secteurs qui se font littéralement défoncer. Par exemple, tout ce qui est livres pédagogiques, de mémoire, on est à moins 15% entre 2024 et 2025. Donc, tout ce qui concerne les livres de cuisine, les livres pour apprendre à jardiner, les livres pour apprendre à bricoler, etc., etc. Tout ça, ça devient un écosystème qui va s'effondrer. Donc, j'ai prévenu. Malheureusement, personne n'a compris. C'est pas grave. Je vais juste partager avec vous dans cette vidéo ce que j'estime être les 25 livres majeurs qui ont changé ma vie. Alors, bien sûr, j'aurais pu faire 25 livres majeurs dans chaque thématique, 25 livres majeurs dans l'agriculture, 25 livres majeurs dans l'économie, 25 livres majeurs dans la monnaie, 25 livres majeurs dans la nutrition, etc., etc. Ce n'était pas le but. L'idée, c'était vraiment, cette période estivale, de vous donner des idées de lecture. Alors, je vais vous montrer ces livres. En description de cette vidéo, je vais mettre les titres et les auteurs et puis un lien Amazon pour que vous puissiez facilement les retrouver. Mais je vous alerte tout de suite, la majorité des liens que j'ai mis montrent des livres qui ne sont plus disponibles, tout simplement parce qu'il est arrivé ce que j'ai prévu, c'est-à-dire une vraie mort
un assassinat du livre. Donc, vous pourrez faire comme vous pourrez. Il y a beaucoup de livres d'occasion. N'hésitez pas à acheter les livres d'occasion. Hein. Et pourtant, avec Nelly, on a écrit 2 grands best-sellers sur la nutrition. Mais moi, je n'ai pas de problème avec le livre d'occasion parce que j'estime que le livre, il doit avoir plusieurs vies. Quand vous avez terminé d'exploiter un livre ou si le livre ne vous a pas forcément plu, ben, donnez-le, emmenez-le dans une bibliothèque, vendez-le d'occasion, vendez-le sur le bon coin. Mais le livre est un objet sacré autant que la nourriture. C'est pour moi vraiment une nourriture pour le cerveau. Donc, respectez-le et n'hésitez pas à l'acheter d'occasion. Il y a de très beaux livres d'occasion. C'est le cas aujourd'hui dans les livres que je vais vous présenter parce que malheureusement, beaucoup ont disparu. Alors, on va commencer avec cette petite présentation. J'ai fait plusieurs catégories. Hein. Celui-là est particulier. Après, j'ai fait une petite catégorie sur la liberté, la science et l'entrepreneuriat. Vous allez voir un petit peu plusieurs livres qui ont forgé l'homme que je suis en 2026. Ce livre est majeur pour moi, donc Trop intelligent pour être heureux, de Jan Xiao-Faxian. J'ai eu une vie avant ce livre et une vie après ce livre. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, j'ai appris un peu avant ma vingtaine que j'étais surdoué. Alors, ça a surpris beaucoup de monde parce que, vu d'où je viens, ce que j'ai eu comme parcours, c'était pas forcément évident. Techniquement, j'étais un cancre à l'école. Voilà, donc l'école n'était pas faite pour moi. J'étais capable d'avoir 20 sur 20 dans certaines matières et 0 dans d'autres, presque volontairement. Bref, personne n'a jamais rien compris, jusqu'au moment où ce livre est sorti. Alors, il y a maintenant, je ne sais plus exactement les dates, hein, mais il y a peut-être pas loin de 20 ans. Et alors, ce livre est très particulier parce que quand je l'ai lu, je l'ai donné à ma mère, qui était encore vivante. Et quand je lui ai donné, je lui ai dit, voilà mon mode d'emploi. Donc, ce livre explique surtout que certaines personnes, donc on appelle surdoués à mon époque quand j'étais plus jeune, maintenant on appelle ça HPI, donc au potentiel, etc. Bon, ça ne change rien. Disons que des personnes avec un quotient intellectuel très élevé, la particularité, c'est qu'ils ont une façon d'apprendre très différente et une façon de penser très différente. C'est la célèbre pensée arborescente. Et Jan Xiao-Faxian a fait ce travail il y a plus de 20 ans, en s'intéressant au départ aux enfants surdoués, puis après aux adultes surdoués, parce que l'enfant surdoué reste un adulte surdoué, avec un mode de fonctionnement différent. Et c'est grâce à ce livre que j'ai eu vraiment une porte ouverte sur la connaissance et un appel d'air sur une forme de soif infinie sur la connaissance. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai mis tout mon temps j'ai consacré tout mon temps à lire, à apprendre et à surtout essayer de rattraper le retard parce que dans ma jeunesse, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai pas appris grand-chose. À l'école, ça sert pas à grand-chose, si ce n'est à faire de vous des êtres dociles, surtout pas des êtres pensants, donc des êtres exécutants, mais pas des êtres pensants. Et donc, ce livre a été pour moi une bouée de sauvetage parce que ça m'a ouvert une porte sur une autre vie. Je pense que si je n'avais pas eu ce livre, ma vie aurait été très différente. Donc, je tiens à remercier Jan Xiao-Faxian, avec qui je suis en contact sur Facebook, mais on ne se croise pas beaucoup, parce qu'elle a été dans ma vie une personne très importante, même si on ne se connaît pas physiquement. Donc, pour toutes les personnes qui sont concernées par des problèmes d'apprentissage ou des problèmes de compréhension sur ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent avec des quotients intellectuels très élevés, eh bien, ce livre a été pour moi vraiment un mode d'emploi. Je n'ai pas d'autres mots pour définir ce livre. Alors, ensuite, on va aller sur un autre livre majeur pour moi. Alors, comme vous le savez, je vais le dire tout de suite, comme ça sera bien clair, je vais le rappeler. Je suis libertarien, donc pour moi, la liberté, ce n'est pas n'importe quoi. Je place la liberté, ma liberté individuelle dans mes ordres de priorité au-dessus de ma propre vie parce que on voit très bien ce qui se passe chez les gens à qui on retire toute liberté, ils n'ont qu'une envie, c'est de se suicider. Donc, on voit bien que finalement, vivre, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et vivre quand on n'est pas libre, eh ben, ça crée quelque chose qui n'est pas forcément désirable. Donc, j'ai appris tout ça. Je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus sur le sujet, mais je vais vous donner des livres clés, simples, qui vont vous aider à peut-être mieux comprendre ce qu'est la liberté et ce que n'est pas. Parce que, en particulier en France, il y a une aversion épidermique sur la liberté. Les Français sont un des peuples les plus soumis du monde, pas forcément soumis par la force comme pourrait l'être la Corée du Nord. Non, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus doux. Les Français sont foncièrement des socialistes. Ils aiment l'État, ils aiment être gouvernés comme des animaux.
ils aiment qu'on leur dise quoi faire, ils n'aiment pas être libres et surtout, ils ne veulent surtout pas de responsabilité. C'est-à-dire, moi, je suis exactement l'opposé de ça en tant que libertarien. Et si vous voulez mieux comprendre la liberté, ce qu'est la propriété privée, toutes ces choses qui sont un peu obscures en France et c'est presque des gros mots. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on vous parle de libéralisme, on met ultra devant parce que ça devient terrifique, ça devient satanique, alors que la face opposée du libéralisme et du capitalisme, c'est rien d'autre que l'Union soviétique, hein, c'est le communisme, et on a bien vu comment ça se terminait partout dans le monde. Donc, si vous voulez un petit peu mieux comprendre toutes ces choses, je vous conseille, alors moi c'est le livre, celui-là je l'ai lu il y a pas loin de 30 ans maintenant, 28 ans, quelque chose comme ça. C'est le livre qui m'a fait découvrir le libéralisme économique, avec son porte-étendard, son porte-drapeau, un des plus connus au monde, Milton Friedman, de l'école de Chicago. Donc c'est un courant de pensée particulier, avec une école économique particulière, l'école de Chicago. Et Milton Friedman avait cette capacité extrêmement rare aujourd'hui de vulgarisation, c'est-à-dire de mettre à la disposition de chacun des principes économiques, parfois complexes, mais de façon très simple. Et alors, il a toute une série de vidéos qu'il avait tournées dans les années 80 pour expliquer, démystifier l'économie à l'époque où vraiment le libéralisme, on sentait vraiment un vent de liberté dans le monde, allant vers plus de liberté, d'autonomie, de responsabilité, etc. Et capitalisme et liberté, même si après j'ai découvert d'autres écoles économiques qui font que je ne suis plus forcément d'accord avec toutes les idées de Milton Friedman. Et pour l'anecdote, il faut savoir que Milton Friedman a un fils, David Friedman, et un petit-fils, Patrick Friedman. Et Patrick Friedman est libertarien, comme je le suis, avec des idées qui sont un peu différentes de son grand-père, prix Nobel d'économie, on rappelle. Alors, si vous voulez un petit livre pour vraiment défricher les grandes idées de qu'est-ce que peut faire plus de liberté dans votre vie, en particulier votre vie économique au sens large, Capitalisme et liberté, c'est vraiment un livre à avoir lu. Alors là, on arrive sur, pour moi, quelque chose qui est une pierre angulaire dans ma vie, puisque quand j'ai commencé à étudier le libéralisme, la liberté au sens large, pour vous donner une idée, je possède 1500 ouvrages qui concernent directement, alors je vais appeler la grande catégorie liberté, parce qu'on pourrait parler de philosophie, d'éthique, d'économie. Enfin, la liberté, ça touche beaucoup de choses, aussi bien l'éducation que l'entreprise. C'est forcément connecté à la propriété privée. Donc, c'est des livres d'histoire aussi. J'ai, par exemple, des livres qui sont du XVIIe siècle en édition originale, première édition. Bon, c'est La richesse des nations, par exemple, qui est plutôt indigeste en 4 tomes. Bon, mais ça, c'est pour des passionnés comme moi. Mais si vous voulez la quintessence, personnellement, après avoir étudié depuis plus de 20 ans tous ces sujets, je suis devenu adepte de ce qu'on appelle l'école de Chicago. C'est une école d'économie. Il y a plusieurs grands auteurs, von Mises particulièrement, Hayek, hein, pour moi un second plan, mais le chef-d'œuvre, le meilleur, mon maître à penser spirituel dans le domaine, c'est Murray Rothbard. Murray Rothbard qui a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle L'éthique de la liberté. Et là, on touche vraiment le cœur de ce que peut être une vie en société basée simplement sur la liberté. Liberté, volontarisme, absence de coercition, donc absence de l'État qui vous dit, l'État nounou en particulier, qui en permanence régente vos vies dans tous les sens. L'éthique de la liberté, c'est vraiment le livre qui vous mettra probablement une claque par sa cohérence sur ce qu'est être libre, ce qu'est vouloir vivre libre. Ça vous donnera la matière première intellectuelle pour penser la liberté, penser autrement. Vous savez, quand vous avez des animaux d'élevage qui n'ont vécu que dans l'élevage, vous pouvez leur ouvrir l'enclos, ils n'ont pas envie de vivre libre parce qu'ils ne savent même pas comment. C'est ce qui s'est passé quand on a libéré des esclaves un peu partout dans le monde au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ils ne savaient même pas où aller parce qu'ils n'avaient pas les informations, ils ne pouvaient pas penser la liberté, ils ne savaient même pas ce que c'était. On ne leur avait rien donné comme information sur comment vivre libre. Bon, eh bien, nos sociétés modernes, en particulier en France, où l'État est omniprésent partout, font qu'on
on se pose toujours les mêmes questions. Ah oui, mais si l'État n'était pas là, qui entretiendrait les routes, qui s'occuperait des écoles, des hôpitaux? C'est tout le temps les mêmes questions qui arrivent. Donc, il vous faut un peu de matière intellectuelle pour penser une organisation sociétale différente. Et l'éthique de la liberté est pour moi un monument qui vous donnera peut-être l'envie d'aller beaucoup plus loin, parce que quand on a envie de vivre libre, eh bien, il faut de la matière première intellectuelle. Et ce livre est pour moi le numéro 1. Murray Rothbard reste dans le domaine de la liberté, l'éthique de la liberté, du libéralisme, mon maître à penser. Alors, allons un petit peu plus loin. Nous sommes l'été, mois d'août. Il est temps de lire des gros livres. Vous en avez peut-être marre de lire des livres de 250 pages en 1 ou 2 journées et de changer en permanence. Ben là, je vous propose un pavé. Alors, ce livre, il me tient vraiment aussi à cœur pour plein de raisons. Premièrement, c'est pas parce que Ayn Rand est née le même jour que moi, dans la même date d'anniversaire. Ayn Rand était une juive soviétique, enfin russe, qui a fui la révolution bolchevique de Russie pour aller vivre aux États-Unis. Et elle est la papesse, on va dire, du capitalisme aux États-Unis. Donc, c'est une rockstar aux États-Unis. Quand elle est arrivée en Amérique, elle est partie à Hollywood, elle a écrit de nombreux scénarios de films, mais c'est devenu une philosophe très reconnue. Pour vous dire un petit peu de quoi on parle, Ayn Rand aux États-Unis est connue partout. On pourrait le comparer en termes de notoriété à Victor Hugo en France. Voilà. Tout le monde connaît Victor Hugo en France. Tout le monde connaît Ayn Rand en France. Vous allez dans des Barnes & Noble, c'est-à-dire la Fnac un petit peu aux États-Unis, vous avez des panneaux avec les livres d'Ayn Rand en grand. Quand vous allez sur certains sondages qui ont été faits, la notoriété de ce livre, Atlas Shrugged en anglais, est numéro 2 aux États-Unis après la Bible. Donc, si vous cherchez un livre majeur aux États-Unis qui a organisé la vision capitalistique et du libéralisme aux États-Unis, il faut avoir lu Atlas Shrugged d'Ayn Rand. C'est indispensable dans sa vie. Alors, pour la petite anecdote, j'étais très heureux de voir que le professeur Raoult, récemment, dans ses dernières interviews, cite les vertus d'égoïsme d'Ayn Rand, cite l'œuvre d'Ayn Rand. Donc, je vois que même à son âge déjà de retraité, il n'y a quand même pas d'âge pour découvrir cette œuvre. Pour moi, c'est une grande erreur quand on est au moins adolescent, jeune adulte, de ne pas avoir lu ce livre, parce qu'il permet vraiment de forger un œil critique sur la société dans laquelle on vit, un œil critique sur le déclin occidental que nous vivons maintenant depuis plusieurs décennies, un œil critique sur la vision socialiste de la société qui est organisée en Occident au sens large. Les Américains ne sont pas épargnés. On a vraiment des courants socialistes, des courants gauchistes très importants. Atlas Shrugged, la grève, c'est vraiment un antidote. Alors, je vous le dévoile, il fait quasiment 1200 pages en français. Il est écrit en papier Bible. Il va falloir être courageux pour le lire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas un énorme succès en France, parce qu'étant donné que les gens lisent de moins en moins, quand on commence à dire 1200 pages, 90% des gens sont déjà partis dans la salle. Pourtant, je pense que tout adolescent à 18-20 ans devrait avoir lu ce livre. On vous parle de, je ne sais pas, Marx souvent en France, il faut avoir lu Marx. Moi, je vous dis qu'il faut avoir lu Ayn Rand. Ayn Rand, c'est vraiment un personnage particulier. Elle a vécu l'effondrement de la Russie avec l'avènement de la révolution soviétique, et elle a toujours eu peur, en étant résidente américaine après, que ces idées bolcheviques, soviétiques, gauchistes, envahissent les États-Unis. Et donc, ce livre a été vu comme une sorte de prophétie, c'est-à-dire, à l'époque où il a été écrit, c'est difficile à dater, en fait. Quand on lit ce livre, on ne sait pas si c'est quelque chose qui se passe dans les années 60 ou en 2060 dans une société futuriste. C'est là que c'est génial, et ça a été catalogué comme une prophétie, mais ce n'est pas du tout une prophétie, c'est juste qu'Ayn Rand a vécu l'effondrement russe, l'avènement soviétique et l'effondrement d'un système de pensée, un moteur capitaliste qui s'arrête, c'est-à-dire l'innovation qui s'arrête, une société qui s'effondre. Et alors, quand vous allez lire ce livre, pour les plus courageux d'entre vous, vous allez comprendre qu'il y a un parallèle immense entre ce livre et notre réalité, parce que ce n'est rien d'autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous voulez mieux comprendre l'effondrement occidental, vous devez
impérativement lire ce livre. Alors, ce livre a été écrit par Ayn Rand. On rappelle qu'elle est russe. Ce livre a été écrit en version originale en anglais, dans un mauvais anglais, puisqu'elle-même était immigrée comme moi. Et chose particulière, la traduction a été faite grâce au financement d'un de mes amis, Andrew Lessman, qui travaille dans les compléments alimentaires aux États-Unis, et qui a financé la traduction de ce livre par une personne. C'est un être humain qui l'a traduit. J'ai fait la promotion de ce livre il y a plus de 13 ou 14 ans maintenant. Et donc, c'est mon amie Sophie Bastide-Fols qui a traduit ce livre de façon remarquable. C'est 2 ans de travail pour sa traduction, un travail manuel, c'est-à-dire page par page, ligne par ligne. Et chose plutôt rare dans le monde de l'édition ou du livre en général, c'est que la traduction en français est meilleure que l'original. Donc, je tiens à faire un petit coucou au passage à Sophie qui verra cette vidéo, parce qu'elle a fait un travail remarquable de traduction en sublimant le texte original d'Ayn Rand qui était en anglais. Ce texte est d'un français irréprochable. La traduction est merveilleuse. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines de pages Word de citations. Je faisais ça à l'époque avec des post-it, point par point. Je reprenais, j'ai des milliers de mots en citation sauvegardée parce que ce texte est absolument sublime. J'en ai même fait une vidéo il y a 13 ou 14 ans qui est disponible sur cette chaîne où j'ai sorti un discours particulier du livre qui dure 4 heures, que j'ai lu, parce que ce qu'il y a dedans, mot pour mot, on pourrait le remettre dans notre vie aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. Donc, si vous n'avez pas peur d'un livre de 1200 pages, c'est un gros roman, c'est pas un livre technique, c'est pas un livre pédagogique, c'est un roman, mais c'est un roman qui va vous donner une sorte de lumière, comme une lampe de poche, pour voir dans l'obscurité du monde qui nous entoure ce qui se passe avec un autre œil pour l'analyser, tous les échelons et même pour tous les pays, parce que c'est un livre international qui s'applique vraiment à notre époque. Il faut avoir lu Atlas Shrugged, traduit en La Grève d'Ayn Rand et traduit par Sophie Bastide-Fols. Un livre totalement connecté à La Grève d'Ayn Rand, Maître de ses choix, maître de sa vie, de Nathaniel Branden, qui n'a rien été d'autre qu'un disciple d'Ayn Rand, même jusqu'à devenir un de ses amants. Donc, c'est un psychologue américain. Ce livre a été traduit à l'époque en français. Bien sûr, tout ça, ça a disparu. Vous ne le retrouverez plus qu'en occasion. Ce livre est remarquable dans une version appliquée de la liberté, c'est-à-dire on devient forcément libre de ses choix et on devient maître et responsable de ses choix, donc maître de sa vie. Alors, je sais que dans une époque où on veut déresponsabiliser tout le monde, des enfants jusqu'aux retraités, c'est la faute de personne. Ça va un petit peu décoiffer, mais ce livre est pour moi majeur quand vous cherchez à comprendre aussi bien des problèmes entre vous et l'État, vous et votre famille, vous et vos supérieurs hiérarchiques, vous et votre conjoint, parce que c'est le même fonctionnement avec la liberté au centre. Je conseille vraiment ce livre. Il n'en a pas écrit qu'un dans le domaine, d'ailleurs, à chaque fois j'en cite qu'un, mais Ayn Rand a écrit beaucoup d'autres livres qui sont aussi bons à lire. J'en ai sélectionné un qui est pour moi le numéro 1. Celui-là de Nathaniel Branden, c'est la même chose. Maître de ses choix, maître de sa vie. C'est les balbutiements du développement personnel. C'était il y a plus de 40 ans, 50 ans maintenant. Mais c'est toujours d'actualité, toujours aussi efficace pour vous aider dans votre vie d'aujourd'hui. Alors, on va continuer dans ce chapitre liberté, autonomie, etc. Un auteur, alors malheureusement, on en revient toujours au même. Vous avez des géants, vraiment, qui malheureusement sont méconnus dans leur propre pays. La Révolution américaine dépend du marquis de Lafayette, et le marquis de Lafayette, il n'est pas très connu en France, alors qu'aux États-Unis, c'est un véritable héros. Pour vous donner une idée, c'est le marquis de Lafayette qui a donné à Washington la clé de la Bastille en France au moment de la Révolution. Donc,
Concrètement, vous avez des gens qui se sont réalisés à l'étranger, qui sont devenus presque des demi-dieux. Hein. Lafayette aux États-Unis, c'est quelque chose de sérieux. Lafayette, vous avez je ne sais plus combien de dizaines de villes qui s'appellent Lafayette aux États-Unis. Hein. C'est quelqu'un de très connu parce qu'on sait qu'il a été essentiel dans la Révolution américaine. Eh bien, en France, nous avons d'autres personnes dans le même genre. Frédéric Bastiat, député français, on est en 1850, fondateur d'une école économique magistrale pour moi, d'une simplicité extrême. Frédéric Bastiat, c'est une rockstar aux États-Unis. Nous avons des instituts Bastiat partout. Moi, j'ai un institut Bastiat au Colorado. Et quand je discute avec des Français de Frédéric Bastiat, personne ne connaît son nom. D'ailleurs, ce qui est complètement honteux, puisque même les ouvrages de Bastiat sont quasiment devenus introuvables. Et c'est grâce aux travaux, par exemple, de l'Institut Copé, qui a fait un travail de récupération, de remise en forme et de remise à disposition de l'œuvre de Bastiat. Donc, je conseille la lecture de toute l'œuvre de Bastiat. Ce n'est pas très gros, ce sont de petits ouvrages, de petits textes remarquables. Ils sont hyper percutants. Si vous écoutez souvent Idriss Aberkane dans ses interventions, il vous parle d'un côté de Proudhon, français, et de l'autre de Frédéric Bastiat. Eh bien, malheureusement, alors, j'ai beaucoup d'accords et de désaccords sur ce que Proudhon a dit ou fait. Je pense que c'est un auteur à lire. Mais Frédéric Bastiat, de l'autre côté, pour moi, c'est vraiment, vraiment un auteur à lire. De part, ne serait-ce que sa simplicité de ses principes économiques, sa capacité à caricaturer des problèmes pour les rendre tellement stupides pour mieux comprendre que réglementer, réguler certaines choses. On pourrait parler des chandelles en France ou la vitre brisée, etc. C'est des choses que vous allez découvrir avec Frédéric Bastiat. Bref, tout le monde en France devrait connaître Frédéric Bastiat et tout le monde devrait avoir lu Frédéric Bastiat. C'est indispensable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est que pour des passionnés comme moi d'économie ou de liberté. Mais je le conseille à tout le monde. Donc, j'ai mis en image ce tome premier que vous pouvez trouver parce que les Instituts Copé l'a réédité. Vous le trouvez même sur Amazon. Mais je crois que c'est réédité en 7 tomes, mais c'est des petits tomes. L'intégrale de Frédéric Bastiat, pour votre culture économique, c'est indispensable à lire. Alors maintenant, vous savez, quand on découvre la liberté, souvent on découvre la liberté par une porte. Par exemple, ça pourrait être la liberté vaccinale ou la liberté dans le cadre du droit à mourir dignement, l'euthanasie, ou ça va être la liberté dans mon entreprise parce que je suis artisan, etc., etc. Finalement, il y a plusieurs pans de la liberté et moi j'aime mettre la liberté au singulier et jamais au pluriel parce qu'à partir du moment où vous parlez des libertés, les libertés, vous autorisez les gens à vous démembrer. On dit bien la vie, la mort, et je dis la liberté, jamais au pluriel. Donc, quand vous commencez à aborder la liberté, vous apercevez que cette liberté a plusieurs facettes. Moi, je suis arrivé sur la liberté par l'économie. L'économie, la monnaie, les taux d'intérêt, etc., etc. Et puis, petit à petit, je suis allé sur l'éthique, la philosophie, le droit, la propriété privée, et puis on arrive sur l'éducation. Parce que quand on est libertarien comme moi et qu'on chérit la liberté, eh bien évidemment, on ne conçoit pas de vouloir rechercher la liberté en tant qu'individu par rapport à l'État et en même temps appliquer une dose de coercition par rapport, par exemple, à sa famille, son conjoint, ses enfants, etc., etc. Et on en arrive à s'intéresser à la liberté pour la connaissance. On voit très bien que le modèle aujourd'hui de l'école n'est rien d'autre qu'un modèle d'abrutissement qui était bon pour remplir des usines au 19e siècle ou faire de la chair à canon au début du 20e. Mais à l'époque où on est de l'IA, de l'Internet, de la connaissance illimitée, etc., on ne peut plus considérer l'outil école, comme il est aujourd'hui, comme un outil à jour par rapport à une bonne transmission des connaissances. Ce livre de Ken Robinson a fait un buzz énorme parce qu'il avait fait, je crois, une vidéo qui avait fait vraiment un truc colossal, un raz-de-marée sur Internet, sur YouTube. Et puis, il y a eu ce livre qui a été traduit en français par l'Élément, « Quand trouver sa voie peut tout changer ». Et ce livre est pour moi remarquable parce qu'il aide à la fois les parents et les enfants à comprendre ce qu'est l'enthousiasme dans la vie. C'est-à-dire,
quand vous faites quelque chose, un travail ou n'importe quelle activité sans enthousiasme, vous êtes une machine, vous obéissez à des ordres, vous faites les choses. Bon. Alors que quand vous mettez l'enthousiasme et la capacité à trouver votre élément, c'est-à-dire ce qui vous anime au cœur de votre vie, ben en fait, vous ne travaillez plus jamais, vous ne faites plus de corvée, vous faites juste ce qui vous plaît. Et l'élément, en fait, c'est vraiment la brique pour comprendre ce qu'est cette sensation particulière de j'ai trouvé mon élément, je baigne dans mon élément, je fais ce que j'ai à faire avec enthousiasme. Il n'y a plus de limite dans l'apprentissage, dans tout ce que vous faites, en fait. Il n'y a pas de différence. Quand vous choisissez une voie professionnelle où vous vous sentez dans votre élément, vous n'avez plus de contraintes, vous êtes dans l'épanouissement. Eh bien, l'élément, à la fois pour les parents, pour les enfants aussi, c'est vraiment un livre très intéressant à lire. Il faut l'avoir lu. Autre facette de la liberté, forcément, continue dans ce courant. Je me suis posé la question, je me suis intéressé à toutes les méthodes de management. J'ai créé ma première entreprise il y a plus de 25 ans maintenant, et j'ai toujours eu à cœur l'homme dans l'entreprise. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous verrez une interview de mon ami Jean-Louis Melin, qui est l'artiste de cette marque qui a fait rêver beaucoup, Oxbow, dans les années 90, avant de s'effondrer complètement après la vente, et aujourd'hui n'être plus que l'ombre d'elle-même. Le véritable artiste de cette marque, c'est un homme, Jean-Louis Melin, dans son domaine de graphiste. Il y en a eu d'autres, designers en particulier. Si ce sujet vous intéresse, vous avez une vidéo sur cette chaîne, Jean-Louis Melin, le véritable artiste de chez Oxbow. Vous pouvez aller la voir. Vous allez rencontrer un personnage extraordinaire, complètement passé sous silence, oublié, alors que c'est un immense artiste. Et donc, le management, c'est-à-dire arriver à faire collaborer des gens. Et je souligne 3 fois le mot collaborer, c'est-à-dire pas des gens qui sont dans une pyramide hiérarchique avec un leader en haut et des gens qui obéissent en bas. Vous apercevez qu'il y a quelque chose de très différent comme organisation sociétale pour travailler qui s'appelle l'entreprise libérée. Alors, l'entreprise libérée, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le foutoir, c'est juste des gens qui collaborent dans une entreprise à leur niveau, avec leurs compétences, et qui viennent littéralement faire carrière dans un projet commun. C'est-à-dire, on recherche l'élément, on recherche l'épanouissement en collaborant avec d'autres personnes. C'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont été créées totalement, qui se sont épanouies, qui ont réussi dans le domaine. Et vous avez dans ce livre, par exemple, l'exemple de quelqu'un de remarquable. J'ai été voir ses conférences, un homme exceptionnel qui est malheureusement décédé l'année dernière, Jean-François Zobrist, qui a créé une entreprise, qui a été à la tête d'une entreprise qui s'appelle Favi, qui n'était pas glamour, qui n'était pas dans la tech, dans un environnement privilégié. Non, il faisait des fourchettes de boîtes de vitesse. On est dans l'industrie lourde. Et il en a fait un fleuron dans son domaine, tout en ayant une organisation d'entreprise libérée. Si vous en avez marre de voir des PDG qui gagnent des dizaines de millions d'euros en ne branlant rien, en étant même totalement incompétents, en mettant les entreprises dans le mur, et tout en bas, des gens qui se sentent totalement exploités, avec entre les deux une succession de petits chefs qui sont plus ou moins incompétents, mais qui vous disent tout le temps quoi faire, si vous en avez marre de cette structure de société, eh bien simplement, lisez ce livre et vous allez découvrir ce que fait la liberté dans une entreprise. Ça s'appelle entreprise libérée. Ce n'est pas une idée utopiste, etc. Ça a déjà été fait. Depuis des décennies, il y a des fous furieux qui se disent « Tiens, moi, j'en ai marre de faire de la coercition partout, donc je vais inverser la pyramide hiérarchique avec un PDG qui est tout en bas sur la pointe au service de tout le monde. » Vous avez un PDG qui vient là pour servir ses salariés et leur faire un cadre d'épanouissement où tout le monde est heureux, tout le monde a envie de rester, tout le monde se sent correctement respecté, rémunéré, et à la fin, ça crée des entreprises ultra performantes, ultra innovantes. Donc, j'ai étudié en long, en large et en travers le sujet de l'entreprise libérée. C'est un sujet passionnant. Ce livre d'Isaac Jetz, qui est professeur, il en a fait plusieurs sur le sujet. Vous pouvez tous les lire, ils sont tous excellents. Il a fait des conférences. Ce livre, ça sera la porte d'entrée pour vous, pour comprendre ce qu'une dose massive de liberté, d'autonomie, de responsabilité peut faire dans
une entreprise. Alors là, on va toucher quelque chose de très sérieux parce que je vais toucher une sorte de sacro-saint. Je vais vous annoncer que je ne suis pas démocrate et que pour moi, la démocratie n'est rien d'autre qu'une tyrannie comme une autre. La démocratie, ce n'est rien d'autre que la tyrannie de la majorité. Alors, j'adore cette citation qui a plus de 2 siècles maintenant. La démocratie, c'est 2 loups et un agneau qui votent pour décider le dîner. Voilà, c'est ça la démocratie, ce n'est pas autre chose. La liberté, c'est un agneau bien armé qui conteste le scrutin. Vous voyez où je veux en venir? La démocratie est l'ennemi de la liberté. Vous ne pouvez pas considérer l'outil démocratique, quel qu'il soit. Quand je parle de démocratie, vous pouvez utiliser le terme de démocratie représentative, comme vous avez en France, cette ânerie de démocratie directe qui est pour moi vraiment, vraiment stupide, dans le sens où quand on voit le monde dans lequel on est aujourd'hui, imaginez que la démocratie directe va régler les problèmes, il faut être stupide. Donc, lisez ce livre, Dépasser la démocratie. Il y en a plein d'autres. Hans Hermann Hoppe, qui a fait un excellent livre aussi sur Dépasser la démocratie. Enfin, la démocratie, on va être clair, c'est rien d'autre que la tyrannie de la majorité. Tout le monde peut le vérifier. Si vous êtes parent, par exemple, donc vous avez 2 adultes à la maison, le père et la mère, et que vous avez 3 enfants de 8, 10 et 12 ans, et que tous les soirs, vous votez démocratiquement le dîner, je peux vous garantir que vous n'aurez pas une escalope de poulet avec des haricots verts ou des épinards à la béchamel. OK? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est juste une dictature de la majorité, la masse. Donc, quand vous arrivez dans une société qui est à bout de souffle, comme nous avons beaucoup en Occident au sens large, et que vous demandez à des groupes qui sont majoritaires ce qu'on pense, vous n'avez jamais la bonne réponse. Par exemple, en France, vous avez 68 millions d'habitants à peu près, vous avez environ 15 millions de personnes qui vivent directement de leur travail dans le monde privé, et vous avez plus de 50 millions de personnes qui vivent sur le dos des 15. Donc concrètement, quand vous avez des fonctionnaires qui votent, quand vous avez des retraités qui votent, quand vous avez des chômeurs qui votent, quand vous avez des étudiants qui votent, vous avez une majorité qui dépend des redistributions de l'État. Est-ce que vous croyez que démocratiquement, de façon directe ou indirecte, vous avez la possibilité de prendre les bonnes décisions durables? Non. Vous avez un pays en France qui est en faillite, il va droit dans le mur, et les décisions démocratiques ne feront qu'accélérer le mur dans la gueule. Il faut être bien clair. Donc, quand vous avez chassé l'idée que la démocratie peut régler les problèmes de société que nous avons aujourd'hui, quand vous avez chassé l'idée que la démocratie protège la liberté, alors qu'au contraire, la démocratie n'étant que la tyrannie de la majorité, elle vient en permanence piétiner la liberté. Et on voit bien que chaque évolution démocratique, décennie après décennie, en particulier en France, ne fait qu'une chose: éroder la liberté individuelle. Avez-vous vu dans le précédent siècle la moindre évolution favorable, démocratiquement, de plus de liberté? Non, on vient en permanence réguler, découper vos vies, autoriser et interdire. L'État, l'État ne peut vivre que grâce à cette érosion de la liberté au travers de ce gros mot qui s'appelle démocratie, que tout le monde vénère et qui, pour moi, est juste une hérésie. La démocratie est l'ennemi de la liberté, la démocratie est l'ennemi des peuples, la démocratie est l'ennemi de votre propriété privée, la démocratie est l'ennemi du travailleur, la démocratie est un ennemi. Imaginons une société parfaite où vous avez les 100 personnes les plus intelligentes du monde sur un domaine précis qui doivent voter démocratiquement l'allocation de recherche. À la limite, ça, à la limite. Bon, mais là, on n'est pas dans tout ça. Aujourd'hui, les choix démocratiques ne sont que des choix tyranniques faits par une majorité de gens. Il suffit d'avoir 51% qui décident qu'il faut décapiter tous les chauves, et vous avez une loi qui décapite tous les chauves comme moi. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a rien à voir avec le respect de ma vie, le respect de ma liberté,
le respect de mon intégrité, de ma sécurité. C'est juste un choix de 51% qui s'applique à 100%. C'est ça la démocratie, peu importe comment vous l'appelez. Beaucoup vénèrent la démocratie directe en France, ce qui est une stupidité sans fond. Vous avez par exemple un exemple concret de la démocratie directe qui a été fait à Paris. On a demandé aux Parisiens de voter l'augmentation des taxes de parking pour les SUV. Pas de problème. La majorité n'a pas de gros SUV. Eh bien, elle a voté pour qu'on taxe le parking des gros SUV. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ça la démocratie. Si vous voulez aller un peu plus loin et comprendre que la démocratie n'est pas un veau d'or à vénérer, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tourner la page. Si on veut être considéré comme une société évoluée, libre et responsable, l'outil démocratique, c'est quelque chose qui est à écarter aujourd'hui. Il y a d'autres options, il faut lire pour ça. Mais ce livre vous permettra d'avoir un peu de nourriture intellectuelle pour mieux comprendre ce qu'est et n'est pas la démocratie. Un livre important, donc on continue dans la liberté, parce que justement, en articulation avec le livre précédent sur la démocratie, quand on regarde l'origine de la démocratie chez les Grecs, etc., on voit très bien que ce n'était pas une démocratie qui était donnée à tout le monde. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voudraient interdire le vote démocratique sur tous les sujets qui concernent les impôts aux gens qui n'en payent pas, ce qui n'est pas une mauvaise solution quand on réfléchit. Quand vous avez une majorité de personnes en France qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, je ne vois pas pourquoi ceux qui ne payent pas devraient s'exprimer sur l'impôt sur le revenu qui est payé par une minorité. Ça se discute. Bon, eh bien, là, on a un autre livre, c'est un livre de manipulation. Ce livre est essentiel à lire parce que Système 1, Système 2, ça montre les biais naturels humains. Quand on prend une décision, par exemple, s'il faut acheter telle variété de fraises ou telle autre, nous devons prendre la décision en 1 ou 2 secondes. Donc, nous avons une facilité, une capacité à prendre des décisions sur certains sujets. Le problème, c'est que nous nous faisons tromper par ce mode décisionnel sur des sujets très graves. Et nous avons, par exemple, des techniques aujourd'hui qui ont été développées. Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie, mais c'est des techniques de marketing qui ont été utilisées parce que ces gens ont totalement décodé comment le cerveau humain prend ses décisions. Exemple, on l'a vu récemment ces dernières années, la peur. Il suffit d'infliger une dose de peur dans la communication, alors que ce soit la communication étatique, communication marketing des entreprises, propagande étatique, etc., etc. À partir du moment où les chaînes d'information en continu, quand vous insufflez une dose de peur, une dose d'urgence, les gens prennent des décisions de façon différente. Alors, je ne vais pas divulgacher ce livre en vous donnant son contenu, mais si vous comprenez qu'en ce moment, nous vivons une époque où vous vous faites manipuler, si vous voulez avoir la base de connaissances sur comment ces gens vous manipulent, eh ben, il suffit de lire ce livre. En ayant compris le mode d'emploi de comment manipuler les gens, bah, automatiquement, vous allez comprendre l'antidote, c'est-à-dire vous êtes capable de détecter quand on essaye de vous manipuler. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, les politiciens dans leurs déclarations, les chaînes d'information continues ou le marketing des entreprises, c'est le même fonctionnement. Tous ces gens ont lu ce livre. Si vous voulez l'antidote, lisez-le. Même chose chez un autre auteur, c'est la suite. Comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion. Les deux s'articulent. D'ailleurs, je les ai lus en même temps, l'un après l'autre. Pour moi, c'est des livres extrêmement importants. Ils étaient très importants quand je les ai lus il y a une quinzaine d'années. Ils le sont encore plus aujourd'hui parce que la pression de manipulation, la pression d'influence, elle est au sommet aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre comment manipuler les gens, eh bien, grâce à ça, vous allez comprendre comment arrêter d'être manipulé. Alors là, on touche à un autre domaine que j'ai appelé sciences, technologies, etc. Mais c'est aussi explosif. Ce livre, je l'ai lu il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, j'avais même envoyé un message à Idrissa Berkane que je répète aujourd'hui, si quelqu'un veut lui renvoyer ma vidéo et ce message, il faut inviter Jean-Christophe de Mestral pour ce livre. Parce que c'était une bombe, il fallait le lire et je vais juste vous donner les points clés. Dans les années 50, enfin, à la fin des années 40, les Américains lâchent la première bombe nucléaire, etc. Et
il y a une course à l'armement pour développer les premiers réacteurs nucléaires, l'énergie nucléaire, et en même temps, les armes nucléaires. Tout le monde connaît l'uranium, plus ou moins tout le monde connaît le plutonium qui sert à faire les bombes atomiques, la connexion entre l'uranium et le plutonium, ok, c'est très bien, mais de toute ma vie, je n'avais jamais entendu parler du thorium. Jamais, jusqu'à la lecture de ce livre. Et quand on lit ce livre, qui est tout petit, il se lit en, je sais pas, 2-3 heures, il faut, tout le monde, sans exception, doit lire ce livre. Vous allez apprendre les points suivants. Premier point, on se fout de votre gueule. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on vous prend vraiment pour des cons. En cachant le sujet thorium, on vous prend pour des cons, ce qui rend d'ailleurs encore l'échec démocratique. Tout à l'heure, je parlais du livre sur la démocratie, et on voit que la démocratie ne peut que échouer. Et le thorium en est un exemple précis. Si vous demandez aux gens s'ils sont pour ou contre l'énergie nucléaire, vous leur donnez le droit de vote, référendum, c'est très bien, les gens vont s'exprimer en connaissance de cause. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent rien. Parce qu'on ne nous a jamais parlé du thorium. Voilà. Si vous ne connaissez pas le thorium, que vous avez peur, je ne sais pas moi, des radiations, de la pollution, des déchets, ben vous allez voter contre l'énergie nucléaire. OK. Si vous êtes un demeuré qui connaît strictement rien sur les radiations des déchets nucléaires sur des milliers d'années, etc., ben vous allez voter pour. OK, très bien. Mais au final, vous ne connaissez pas le thorium. Donc, vous avez voté, mais en ne connaissant pas la totalité des possibilités. Je vais rapidement aborder les points sur le thorium, parce que là, on a une bombe. Le premier réacteur nucléaire qui fonctionne au thorium, il est fabriqué aux États-Unis avec un but, faire un avion militaire électrique qui ne se pose jamais, c'est-à-dire sans ravitaillement. Vous voyez déjà, on a l'ambition militaire avant le civil. OK, c'est là qu'on a les premières bribes des réacteurs au thorium. Alors le thorium, c'est quoi? Le thorium, c'est un minerai. Vous avez sur Terre de l'uranium, mais l'uranium, qui sert aujourd'hui dans toutes les centrales nucléaires, l'uranium, son problème, en fait, c'est qu'il faut l'enrichir, et l'uranium enrichi peut faire des bombes nucléaires, c'est-à-dire on peut fabriquer du plutonium. Bon, très bien. Le thorium, c'est totalement autre chose. Le thorium, c'est un minerai beaucoup plus présent dans la croûte terrestre que l'uranium. Il y en a partout. Il n'y a pas de pays détenteur de mines de thorium, comme aujourd'hui, nous avons des problèmes avec l'uranium, en particulier en Afrique. Bon, premier point, le thorium est partout. Le thorium a un autre gros avantage, c'est qu'on ne peut pas faire d'armes nucléaires avec. Vous donnez du thorium à un État terroriste, ben oui, mais très bien, mais vous ne pouvez pas faire de bombes nucléaires avec. Donc, si on donnait, par exemple, la technologie pour faire des réacteurs au thorium dans certains États aujourd'hui, on voit où c'est problématique, on est tranquille. Et on sait qu'ils ne vont pas faire de bombes atomiques avec. Bon, super. Le thorium ne produit pas de déchets nucléaires. C'est-à-dire les déchets nucléaires à longue durée de vie, en dizaines, centaines de milliers d'années, qu'on serait soi-disant en capacité de stocker et de surveiller, ben on n'a pas de problème avec le thorium. Ah, très bien. Le thorium empêche toute explosion de centrales nucléaires possible. On ne peut pas avoir de réacteurs qui s'emballent. On ne peut pas avoir de Tchernobyl, par exemple. Parce qu'une centrale nucléaire au thorium, on tourne le bouton, elle s'arrête. Elle ne peut pas s'emballer. Le thorium n'est pas quelque chose du domaine de la science-fiction. La première centrale nucléaire française, demandée par le général de Gaulle, a fonctionné d'abord au thorium. On connaît. OK? Et pourquoi, dans ces cas-là, toutes les centrales nucléaires au monde fonctionnent à l'uranium? Eh bien, tout simplement parce que les États qui possèdent des centrales nucléaires qui fonctionnent à l'uranium sont tous des États nucléaires qui voulaient du plutonium pour faire leur petite bombonnette nucléaire. C'est-à-dire que concrètement, c'est l'aspect militaire qui est passé devant l'aspect civil. On a utilisé de l'uranium pour avoir du plutonium pour faire des bombes atomiques. Ceci depuis les années 60. Et le thorium est passé à la trappe. OK, mais il est là. Et je vais vous montrer jusqu'où c'est ridicule. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris une claque. J'ai donné à plusieurs amis qui étaient dans le domaine de l'ingénierie, des grands ingénieurs, etc. Ils n'y connaissaient pas non plus. Ils ont tous pris une claque aussi. C'est-à-dire cacher le sujet thorium aux populations au général, c'est un scandale. Aujourd'hui, 2026, la planète entière devrait être couverte de réacteurs nucléaires au thorium. C'est sûr, peu coûteux, sans déchets et sans capacité nucléaire militaire. Et cerise sur le gâteau,
vous pouvez recycler des déchets nucléaires à l'uranium dans une centrale au thorium en réduisant considérablement sa radioactivité qu'on peut gérer. On est sur quelque chose comme un siècle. Ça a tous les avantages, ça n'a pas d'inconvénient, sauf un. Avec le thorium, vous ne pouvez pas faire de bombe atomique. Moi, je pose la question en tant qu'individu, est-ce que c'est un problème? Non. Voilà. Donc, lisez ce livre. Il est désormais plus disponible. Il faudra l'acheter en occasion. Hein. Ça fait 15 ans que j'en parle. Tout le monde s'en fout. Vous devriez tous avoir lu ce livre. Vous devriez tous demander des comptes, peu importe où vous habitez, à vous, politiciens, sur pourquoi il n'y a pas des centrales au thorium partout. Quand je lis ce livre, je m'intéresse un peu plus au sujet, je vais voir des vidéos, etc. etc. Alors, c'est des ingénieurs du CEA, Areva, etc., etc. Et justement, sur le thorium, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, vous comprenez, c'est une technologie qui n'est pas maîtrisée, messieurs, dames. On ne sait pas faire, c'est pas encore stable. Presque comme si c'était du domaine de la fusion nucléaire. Ou... Non, non, non. Voilà ce qu'on... Ces hauts responsables sont capables de dire. Je rappelle juste que Areva, étant le leader mondial de l'uranium, ils n'ont... Alors, l'uranium, les mines, l'enrichissement, le retraitement. Ils font toute la filière uranium. Ils n'ont absolument pas envie de voir une filière thorium se créer qui sera une concurrence. Bon, donc, bilan... Non, 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 on ne sait pas faire. Et ce qui était rigolo, c'est que quand j'ai lu ce livre il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des projets de centrales nucléaires au thorium en Chine et en Inde. Et 15 ans plus tard, qu'est-ce que je vois? Une fois de plus, les Français totalement ridiculisés parce que la Chine a désormais des réacteurs au thorium qui fonctionnent et qui fabriquent de l'électricité, et l'Inde aussi. C'est une branlée pour l'Occident. Donc, si vous voulez voir à quel point on vous prend pour des cons, une fois de plus, un élément supplémentaire pour comprendre que la démocratie n'est pas la solution. Parce que dans une démocratie, quand vous n'avez même pas accès à ce genre de connaissances, vous ne pouvez pas voter en connaissance de cause. L'acte démocratique ne peut pas se faire à partir du moment où vous n'avez pas toutes les cartes en main. On vous a donné juste quelques cartes à choisir qui sont des clones. Quand je passais à la radio canadienne il y a 15 ans, j'aimais bien dire qu'en France, nous avons 13 ou 14 grands partis politiques qui sont 13 ou 14 grandes nuances de socialisme. Eh bien, l'atome vert, c'est la preuve. C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont passés à la trappe, les politiciens ne s'en occupent pas, alors que la France pourrait être aujourd'hui le pays avec l'électricité la moins chère du monde, sans déchets nucléaires, sûr, et peut-être même exportateur de cette technologie au thorium, et qu'aujourd'hui, nous sommes finalement en France, totalement en queue, accrochés au wagon du reste du monde, et que le thorium en France, peut-être dans 20 ou 30 ans, on connaîtra à peine le nom. Lisez ce livre et vous allez comprendre à quel point les politiciens, ceux qui décident, manipulent l'opinion pour pas que ce genre de choses se sache. Alors là, on va changer complètement de domaine, mais on va, une fois de plus, parler du fait qu'on vous ment et on vous prend pour des cons. Quand j'ai lu ce livre, c'était au tout début de mon expérience cétogène, donc de mémoire, on doit être en 2013, peut-être 2014, je ne sais plus exactement. Alors, je vous ai mis la couverture en anglais. Ce livre a été traduit en français, mais la traduction française n'est pas très bonne. De ce que j'ai vu, je ne sais pas s'il y a eu de l'IA qui a été utilisée ou des traducteurs, enfin, j'en sais rien. Moi, je l'ai lu en anglais. Si vous voulez le lire en français, faites ce que vous voulez, ça existe. Mais en version anglaise, c'est l'original. Et donc, Nina Teicholz, journaliste, qui a fait un travail d'enquête de 10 ans pour produire ce livre, et son travail d'enquête nous montre à quel point les scientifiques, les industriels, associés aux politiciens, nous prennent littéralement pour des cons concernant notre nourriture. La question de ce livre, c'est les graisses saturées et le cholestérol. Tous les scientifiques qui ont été triés sur le volet pour annoncer une certaine vision de la nutrition qui ont été mis en avant, et tous les autres qui ont littéralement été bâillonnés, qui ont été mis à la cave des centres de recherche, sans budget, etc., etc. Et là, vous allez comprendre à quel point on s'est moqué de vous ces 40 dernières années. On va dire que ça commence à la fin des années 80, vraiment massivement, en France, début 80 aux États-Unis, où on vous donne toutes les solutions avec les produits allégés en gras, peu de cholestérol, l'arrivée des margarines végétales hydrogénées, etc., etc. Tout ça, ce sont des conneries. Et c'est un vrai travail d'enquête. Nina Teicholz, j'en parle depuis 13 ans, 14 ans que je travaille sur le sujet. J'ai même une interview sur mon site, sur Eat Fat to Be Fit, de Nina Teicholz qui nous parle de son travail. De journaliste, elle a passé un PhD et maintenant elle a même le droit de publier dans le BMJ, etc. Elle a fait une
une coalition de nutritionnistes aux États-Unis très pointue. Elle travaille notamment avec les équipes de Kennedy. Bref, elle a fait un travail remarquable. Elle est reconnue par tout le monde. Et ce livre est majeur pour comprendre à quel point on se moque de nous dans le domaine de la nutrition. Donc, il y aura certainement un avant et un après. Beaucoup de gens, depuis 25 ou 30 ans, utilisent des produits allégés en gras, lisent ce livre et se mettent à manger crème, beurre, viande grasse, etc. Donc, on peut considérer qu'il y a un avant et un après ce livre dans la vie. Même chose avec les travaux de Weston Price. Alors, Weston Price est un dentiste américain, c'est une rockstar dans les pays anglophones, aux États-Unis en tout cas, il est très connu. En France, pas du tout. J'ai eu l'occasion de faire des audits chez, je sais pas, 70, 80 dentistes en région parisienne, et à chaque fois, je leur parlais de Weston Price, et les gars me disent Weston Price, connaît pas. J'ai jamais vu un dentiste en France qui connaît Weston Price. C'est même pas enseigné dans les parcours. Concrètement, c'est un peu gravissime. Parce que, alors déjà, son livre est extraordinaire parce qu'on rappelle, donc il y a plus de 100 ans, ce dentiste part faire un tour du monde. Il part dans des régions isolées, il part sur des îles, il part en Suisse par exemple aussi, avec d'un côté des vallées très escarpées où les gens vivent isolés, et puis des zones plus en contact avec la société entre guillemets moderne. Et là, il compare deux choses. Des gens qui ont une nutrition ancestrale, dépourvus de farine de blé, des farines de sucre, une alimentation riche en micronutriments, ont une dentition parfaite. Pas de caries, toutes les dents de sagesse, palais, mandibule bien développée, pas de dents de travers, parfait. Et tous les gens qui ont, parfois à quelques dizaines de kilomètres, il y a un exemple dans son livre qui est remarquable, c'est une île, il a pris la population qui est au bout de l'île, qui vit de la pêche quasiment exclusivement, pas de problème de dents, mandibule, palais, tout est parfait. Et à l'autre bout de cette toute petite île, dans le port, on reçoit de la confiture, on reçoit du sucre, on reçoit de la farine. Et dans ce port, en 1920, les parents font arracher les dents de leurs filles, toutes les dents, à 18 ou 20 ans, pour arriver à les marier. Ils ont des dents tellement pourries à 20 ans qu'en prévention, on fait un arrachage de dents. On est en 1920. Son travail est remarquable, c'est très gros. Il y a toutes les photos sont remarquables parce qu'on ne peut pas tricher, quoi. Des gens qui vivent à quelques dizaines de kilomètres, un de façon ancestrale, un de façon moderne. Et on a un résultat donc publié. Weston Price a publié des études. Toutes les photos ont été publiées. C'est un travail d'enquête magistral qui a pris plusieurs années. Et donc, ce livre est indispensable à lire pour toute personne qui veut comprendre les méfaits de l'alimentation occidentale, en particulier sur le dernier siècle. Il a été traduit en français. Alors, moi, j'avais une version française, mais qui n'a rien à voir aujourd'hui. J'étais incapable de la retrouver, les liens, quoi que ce soit. Ça n'existe plus. Alors, je vous ai remis la version originale en anglais, mais non, il y a une version française qui existe. Je vous laisse la retrouver. Tout dentiste devra avoir lu ça. Et toute personne intéressée par « on nous prend pour des cons », même chez le dentiste, devrait aussi avoir lu ce livre. Parce que tout le mythe du genre les caries, il n'y a que les humains qui sont touchés par des caries, mais les caries ne peuvent pas se réparer. C'est faux. Du genre les dents qui se barrent dans tous les sens, les palais qui sont tout petits, les problèmes de respiration nasale, les problèmes de mandibule trop petite, les problèmes d'arrachage de dents de sagesse parce que les palais, les mandibules sont trop petites. Tout ça, c'est des conneries. C'est totalement lié à notre mode de vie moderne délétère. C'est pas génétique, c'est pas un hasard, c'est juste notre mode de vie délétère. Il en va même jusqu'au mode d'accouchement, c'est-à-dire il fait le lien entre le développement osseux de la femme, en particulier de son bassin, et l'étroitesse des bassins modernes comparé aux bassins des temps plus anciens, avec une nourriture plus ancestrale, où il n'y avait pas de problème d'accouchement. Bref, ce livre est absolument à lire pour comprendre ce que l'alimentation moderne de ce dernier siècle a réussi à faire comme carnage sur notre santé en général. Alors, j'aurais pu vous parler de plein de livres sur le sport, mais celui-là, je le trouve emblématique. Et puis en plus, comme on est l'été, là, au mois d'août, si vous êtes un féru de course à pied, lisez ce livre. Si vous êtes un sportif, mais pas forcément un féru de course à pied, lisez ce livre. Et si vous n'êtes absolument pas sportif, lisez quand même ce livre, parce que ça se lit comme un roman. L'histoire, elle est juste énorme. Vous avez... en plus, ça parle de la région où j'habite, ça parle de Leadville, qui est à 3 heures de chez moi, où il y a le plus mythique ultra-trail du monde qui s'y déroule. Donc, cette course se passe là-bas.
avec des gens qui viennent, population indienne. Je ne veux pas dire toute l'histoire, mais vous avez des gens, des Indiens qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, qui arrivent pieds nus pour faire une course d'ultra-endurance avec les meilleurs athlètes du monde. Les gars n'ont pas de chaussures, ils découpent avec du pneu une semelle et ils se font une petite sandale avec, et les mecs, ils gagnent. Donc, c'est une vraie histoire, hein. Enfin, c'est du réel, hein, mais c'est raconté comme un roman. Donc, vous allez vous régaler, que vous soyez sportif ou non sportif, à lire ce livre. Et puis, une fois de plus, là, on va comprendre avec ce livre qu'on s'est foutu de nous avec les chaussures, les amortis, les gros amortis de chaussures pour courir, etc. L'être humain, il est fait pour courir pieds nus à la base. Alors, c'est clair, pour se protéger le pied, une chaussure, c'est bien, mais un truc minimum, c'est pas plus mal. Et donc, si vous lisez ça et que vous êtes sportif en plus, je vous dirais certainement d'autres livres comme Light Fit Running en France, qui est la livre référence sur la foulée médio-pied, parce que c'est une façon de courir particulière, etc. Mais même si vous n'êtes pas sportif, lisez ce livre parce qu'il va vraiment vous faire rêver, il va peut-être même vous donner envie de courir. Lisez ce livre. Alors là, c'est moins fun. On est toujours dans la partie un peu science. J'ai vu depuis l'hérésie covidienne 2020 beaucoup de gens faire confiance dans leurs politiciens, faire confiance dans leurs autorités de régulation, faire confiance dans leurs laboratoires pharmaceutiques, faire confiance dans leurs médecins généralistes qui leur ont injecté certains produits, etc. Eh bien, si ces gens avaient fait comme moi, c'est-à-dire lire ce livre, je pense que personne n'aurait eu confiance en qui que ce soit en 2020, puisque cette histoire, elle est vraiment remarquable. Nous avons John Verhappen, qui n'est rien d'autre que le PDG de Eli Lilly pour une branche européenne, et il nous raconte noir sur blanc tout ce qu'il a fait en termes de fraude, fraude à la réglementation, corruption de médecins, corruption de scientifiques, corruption de politiciens, pour faire à la fois autoriser et rembourser des produits qu'il savait mortels. C'est marqué noir sur blanc. Le mec était patron d'un des plus gros laboratoires du monde. OK ? Donc, si vous lisez ça, normalement, ça devrait insuffler chez vous une dose de doute que nous devrions tous avoir. Malheureusement, une fois de plus, ce livre n'est plus disponible, donc achetez-le en occasion, débrouillez-vous pour l'avoir. Il faut impérativement l'avoir lu. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est central. Si vous comprenez à quel point ils sont capables de nous prendre, nous, en tant qu'êtres humains au sens large, pour du bétail, il faut lire ce livre. Alors, dans la partie science, un livre qui est pour moi majeur, j'ai sélectionné ces 25 livres, ça n'a pas été facile, hein, j'aurais pu vous en sélectionner 250 facilement. Avec Nelly, on possède des milliers de livres. Ils ont forcément tous apporté une petite pierre à notre édifice. Sortir les plus remarquables, sortir les plus utiles pour vous, c'est pas forcément simple, mais j'ose sortir ce livre. Gérald Pollack, chercheur, pour moi, aurait dû avoir un prix Nobel pour ce qu'il a découvert. Je fais simple. Nous connaissons tous les 3 phases de l'eau qui sont solide, la glace, liquide, l'eau que nous buvons, et la vapeur d'eau, le gaz. Monsieur Pollack a découvert une 4e phase, qui est une forme de gel. Je fais simple. C'est l'objet de ce livre qui est lisible par tout le monde. Ce n'est pas du tout des livres aussi complexes que ceux de Marc-Henri, justement, dont la préface a été faite en français par Marc-Henri, pas dans la version anglaise. Marc-Henri a sorti des livres, mais qui ne sont vraiment pas pour tout le monde. Gérald Pollack a sorti ce livre pour tout le monde. Et on comprend des mécanismes qui étaient hors de notre portée. Cette 4e phase de l'eau est essentielle aussi bien pour les végétaux, les animaux que les humains. Elle est essentielle pour comprendre la structure de l'eau. Elle est essentielle pour comprendre beaucoup de pathologies qui nous concernent. Et beaucoup de pathologies où l'eau s'associe à la lumière du soleil, aux longueurs d'onde. Et quand on veut commencer à effleurer la biologie quantique, il est indispensable d'avoir lu ce livre sur le 4e état de l'eau, la 4e phase de l'eau, par Gérald Pollack, qui est pour moi vraiment un immense scientifique pour une immense découverte qui aurait dû lui valoir un prix Nobel. Ça n'a pas été le cas, comme beaucoup, mais vraiment, je vous pousse à lire ce livre. Ça change vraiment la vision de la biologie. Un de mes autres sujets favoris, alors j'ai choisi ce livre sur ce sujet, mais j'aurais pu vous en choisir 100 ou 150 autres.
Comme tout le monde le sait, je suis considéré comme anti-vax depuis bientôt 30 ans. J'ai lu tous les ouvrages, toute la littérature scientifique sur le sujet, etc. Je voulais vous pousser sur un seul livre simple à la portée de tout le monde qui a été écrit par Michel Georget. Michel Georget a été vraiment un des pionniers en France pour condenser tout un tas de littérature scientifique sur la fraude vaccinale, la fraude scientifique derrière les vaccins, l'immunité, etc. Et ce livre, Vaccination, les vérités indésirables, vous offre déjà suffisamment de points de questionnement pour commencer à vous forger une opinion sur le sujet. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent pro-vax le sont par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien lu, rien compris, ils ne connaissent rien sur l'immunité, rien sur la vaccinologie, rien sur la pharmacovigilance, etc. Très bien, mais ils sont pro-vax. Il est normal que les anti-vax fassent le contraire. C'est-à-dire que quand on a une opinion, il faut cela forger. On ne prend pas l'opinion des autres. Il faut savoir dire « je ne sais pas », il faut savoir dire « je n'ai pas d'opinion », et il faut lire pour apprendre, pour comprendre, pour petit à petit se forger sa propre opinion. Sur la vaccination, je pense que ce livre est indispensable à lire si vous voulez commencer à vous forger une opinion. Hommage à Michel Georget qui nous a quittés il y a quelque temps. Et sa fille a d'ailleurs repris le flambeau dans le sens où elle a fait un travail de vulgarisation dans un documentaire qui est passé sur Arte sur la vaccination, qui est remarquable, qui est vraiment très bon. Donc, lisez son livre, regardez le documentaire de sa fille, et vous aurez déjà quelques questions, probablement avec pas assez de réponses, qui vous donneront envie de creuser le sujet. Ce livre sera peut-être la première porte d'entrée pour vous. Ah, là, on arrive sur le sujet sulfureux. Alors, tout le monde connaît Lance Armstrong. Lance Armstrong, l'immense champion. Lance Armstrong, l'immense fraude. Lance Armstrong, le dopage. Lance Armstrong, le menteur. OK, tout ça est vrai. Moi, j'ai adoré ce livre. Quand ce livre a été écrit et publié, Lance Armstrong n'était pas une star, il n'était pas encore très connu, même pas enfin, à part quelques spécialistes du vélo, mais c'était avant ses grandes victoires. Ce livre nous parle de Lance Armstrong, l'homme, avec un grand H, avec un H minuscule, et l'homme et le cancer. C'est le sujet du livre. Et c'est-à-dire que Lance Armstrong a une personnalité très particulière, il a une vie très particulière, il ne faut pas l'oublier, hein, l'adoption par son beau-père, une revanche sur la vie, l'envie de gagner coûte que coûte. OK, très bien. Moi, je sépare les choses. Je ne soutiens pas le dopage, bien sûr que non. Je ne soutiens pas la triche, je ne soutiens pas les mensonges, etc. Pas de problème. Mais derrière tout ça, il y a un homme qui doit être respecté. Et il y a un homme qui a affronté le cancer dans certaines conditions, avec des choses très dures. Et ce livre est à lire pour toute personne qui veut s'intéresser à qui est Lance Armstrong derrière l'homme public, derrière l'immense sportif, derrière l'immense fraude, derrière le dopage, et son combat contre le cancer. Ce qui s'est passé au moment où il se fait virer de son équipe pendant son cancer, etc. etc. Je recommande ce livre, en particulier pour les gens qui sont touchés par la maladie, parce que c'est aussi un combat pour la vie, et ce livre est le combat de Lance Armstrong pour la vie. Alors, autre livre qui concerne plutôt le développement personnel. Alors, Cal Newport est une rockstar aux États-Unis. Cal Newport a été connu notamment par une vidéo en millions de vues sur Internet qui a fait la promotion de se couper des réseaux sociaux. C'est-à-dire, volontairement, il ne s'est jamais inscrit à aucun réseau social. Il n'a pas de compte Twitter, pas de compte Facebook, pas de compte Instagram, rien. Et il s'est focalisé sur notre époque, en particulier avec les outils électroniques au sens large, notre distraction permanente, le fractionnement de notre temps d'attention et notre incapacité grandissante à être capable de nous concentrer en profondeur pour produire du jus de cerveau pur sur un sujet. Concrètement, qui est aujourd'hui en mesure de rester seul dans une pièce 8 heures avec un crayon et un stylo? Pas d'email, pas d'internet, pas de télévision, rien d'électronique, juste se concentrer
sur un seul sujet, 8 heures d'affilée. Eh bien, ce que nos ancêtres faisaient il y a encore une trentaine d'années ou 40 ans, sans distraction, ce qui était courant, aujourd'hui, ma génération, mais encore plus les plus jeunes, sont carrément en incapacité de le faire. On en a déjà parlé avec des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs au collège, etc. La fragmentation du temps d'attention rend incapable l'écoute d'un cours de 50 minutes de façon ininterrompue. Les distractions permanentes fragmentent notre temps d'attention. Alors, on nous avait promis le multitasking comme les machines, etc. On vénérait les gens qui étaient capables de faire 3 trucs en même temps, genre aller courir, répondre à un appel téléphonique avec les oreilles Bluetooth, commander une pizza pour le retour, et puis commencer à écrire des idées pour un prochain manuscrit. Non, ça, en fait, c'est de la théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas. Et Cal Newport, dans son premier grand ouvrage best-seller, Deep Work, traduit en français, nous donne des éléments clés pour se réapproprier notre temps de travail, notre temps d'attention, pour vraiment rentrer dans ce flot particulier où on est capable d'être en parfaite coordination, connexion avec notre travail et ce qu'on est en train de faire. Alors, ça, c'est son premier, je ne sais plus quel âge il a 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Et il en a écrit beaucoup d'autres derrière. Il n'a pas changé d'avis, il a fait une newsletter pour populariser ses idées, etc. Il fait des conférences, il fait des publications scientifiques sur ça. Mais c'est vraiment le pionnier. Et son ouvrage est majeur pour les gens qui, en 2026, se sentent submergés par un monde numérique qui les phagocyte, qui les mange vivants, c'est-à-dire des smartphones qui donnent une notification toutes les minutes, qu'on se sent obligé de vérifier, les emails qui tombent en permanence, qu'on se sent obligé de lire, répondre. Vous êtes dans une entreprise, aujourd'hui, si vous n'avez pas répondu dans les 2 heures, on vous appelle, on vous dit « tu fais quoi là ?» Bon, c'est ce genre de choses. Et la discipline que nécessite le travail en profondeur, comme le propose Cal Newport, aujourd'hui, vraiment, c'est rien d'autre qu'un mode de vie, une discipline, accepter de se déconnecter, accepter de dire non, accepter d'organiser son temps de façon très précise. Moi, je le vois avec les sportifs de niveau, par exemple, qui aujourd'hui sont incapables de, avec les réseaux sociaux, les notifications, etc., de juste être concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire pendant 1 heure. Ça n'existait pas, ce genre de problème, il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est devenu problématique. L'hyperconnexion à tout, et en fait, l'hypoconnexion, parce qu'on est connecté à tout un tas de sollicitations en permanence, mais au final, c'est du temps de piètre qualité. Eh bien, si vous avez marre de tout ça et si vous voulez retrouver votre liberté de votre temps, de votre attention et être capable de faire de nouveau du travail appliqué, sérieux, concentré, en profondeur, travailler sur des idées nouvelles, il faut lire Cal Newport, Deep Work. Ce sera certainement les outils nécessaires pour vous pour changer de vie. Alors, Peter Thiel, immense investisseur de Californie, qui se dit libertarien, mais qui n'en est pas un, clairement. On ne peut pas être fondateur de Palantir et être libertarien en même temps. À un moment donné, il faut choisir, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, Peter Thiel n'est pas un libertarien. Il a écrit ce livre majeur, de 0 à 1, qui est important parce que ça montre qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté à véritablement faire de grandes innovations. Je m'explique. Quand vous avez des révolutions industrielles, on passe de la force humaine, la force animale, à la vapeur. Et là, ça change tout. Quand vous passez de la vapeur à la production électrique, ça change tout. C'est une vraie innovation. Ce qu'il appelle de passer de 0 à 1, c'est-à-dire créer une innovation, créer quelque chose de nouveau, qui change le monde de façon irréversible, et tout le monde en profite. Tout le monde profite aujourd'hui de l'électricité, par exemple. Et il explique que beaucoup de choses qu'on appelle des innovations aujourd'hui, en fait, n'en sont pas. Ce sont des micro-évolutions, mais ce ne sont pas des révolutions. Par contre, ce livre est intéressant à lire parce qu'il a plus de 10 ans aussi, car aujourd'hui, nous allons vivre, et nous vivons déjà, de véritables révolutions. La robotique, comme nous allons la découvrir déjà maintenant ou dans pas très longtemps, les robots humanoïdes qui vont arriver dans nos vies, les robots humanoïdes qui vont remplacer intégralement les humains,
c'est une révolution. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que l'humanité est en danger, parce que aujourd'hui, si vous avez lu Schumpeter, la destruction créatrice, etc., vous savez que l'innovation en permanence amène quelque chose de nouveau et détruit quelque chose d'ancien. Comme par exemple, vous avez un tracteur qui arrive dans un champ, et ben ce tracteur, il remplace le cheval. Bon, c'est une innovation, mais c'est une destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est créé et qui va remplacer quelque chose qui est ancien et qui est détruit. C'est pour ça que je dis que ni l'IA, ni la robotique ne sont des outils. Ils sont là pour nous remplacer. La robotique, en particulier la robotique humanoïde, aujourd'hui, remplace le corps humain. L'IA remplace le cerveau humain et les deux sont connectables. C'est-à-dire qu'on est en train, en tant qu'être humain, d'inventer notre remplaçant. Rien de moins. Alors, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai créée sur l'IA, grand danger en route vers l'idiocratie. J'en ai fait 3 heures, je crois, de mémoire. J'ai alerté, c'est mon opinion. Bon, voilà. Ce que je dis juste, c'est qu'avec ce livre, vous allez comprendre la différence entre les innovations qui changent les sociétés pour toujours et les petites innovations de piètre qualité qui n'ont rien à voir, qui peuvent même disparaître rapidement. C'est de ça dont parle Peter Thiel. Et Peter Thiel, finalement, dans son livre, il y a 10 ans, annonce cette grande révolution qui sera l'IA et la robotique, les humanoïdes. Dans le même genre, ce livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années de mémoire, traduit en français, c'était une biographie d'Elon Musk, il faut en refaire une nouvelle depuis, mais elle est intéressante. Alors qu'on aime Elon Musk ou qu'on déteste Elon Musk, je pense que lire ce livre est très intéressant parce que déjà, ça vous donnera l'idée en profondeur des détails sur le personnage, comment il fonctionne intrinsèquement. Il a une façon de penser, il a une façon de travailler, d'opérer qui est très différente de tous les grands entrepreneurs du monde. J'ai une passion pour les entrepreneurs, j'ai une passion pour les grands entrepreneurs qui ont changé le monde. C'est-à-dire que par leur innovation, je ne sais pas, vous connaissez peut-être pas Monsieur Westinghouse aux États-Unis, c'est un grand entrepreneur de l'âge d'or américain. Pourtant, si vous prenez le métro et le train, vous profitez des freins Westinghouse. Et donc, il y a des gens qui, par leurs inventions, leurs brevets, leur capacité à innover, leur capacité à se transposer dans un futur qu'ils matérialisent par leur industrie et leur découverte, font que ces gens changent le monde. Alors, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas le sujet. Moi, je suis fasciné par ces personnes et donc j'aime lire leur biographie. Et cette biographie d'Elon Musk est pour moi indispensable à lire pour mieux comprendre le personnage et ce qu'il fait. Donc là, on a un autre type de personnage à l'opposé complet d'Elon Musk. C'est pour ça que je vous dis que j'ai lu beaucoup de biographies d'entrepreneurs, des centaines. J'ai une amitié certaine pour Yvon Chouinard parce que et j'adore le titre. Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Black Diamond pour ceux qui font de la grimpe, mais c'est pour ceux qui sont un peu plus jeunes, on va dire, c'est aussi le fondateur de Patagonia. Et Patagonia, donc la marque de vêtements, d'équipements outdoor, Yvon Chouinard a une philosophie très particulière dans l'entreprise, une façon très particulière de collaborer avec les gens que j'apprécie particulièrement, même si aujourd'hui on le considère comme un homme de gauche, etc. Les étiquettes ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est d'où est parti cet homme, ce qu'a fait cet homme. Et cette biographie de Yvon Chouinard, homme d'affaires malgré moi, confession d'un alter entrepreneur, c'est vraiment juste un passionné qui fabrique les trucs qu'il aime, quoi. C'est pas plus compliqué. Et finalement, ça fait des empires derrière. C'est pas des gens qui avaient des plans marketing en tête, c'est pas des gens qui étaient là pour s'enrichir en milliards, etc. C'était juste des passionnés à la base. Et j'aime cette bio, j'aime l'histoire d'Yvon Chouinard. Donc, si vous aimez aussi les histoires d'entrepreneurs différents, vous savez, en France en particulier, on a une très, très mauvaise image du patron. Le patron, c'est forcément une vision marxiste, esclavagiste, etc. En fait, ça, c'est totalement stupide et c'est franco-français. Il y a une vision très différente. L'entrepreneur, il fait ce qu'il veut. Hein. Donc, il faut valoriser les gens qui ont fait des réussites professionnelles, industrielles et aussi des réussites humaines, comme Yvon Chouinard. Donc, c'est pour ça que sa biographie est pour moi très intéressante à lire. C'est une très belle lecture d'été. Et puis, pour finaliser, alors je ne savais pas si je devais le mettre ou pas parce que
c'est un peu compliqué. Vous avez Stratégie Océan Bleu. Alors ça, Idriss Amberkan en parle beaucoup mieux que moi et beaucoup plus longuement. Donc, vous voyez toutes ces vidéos qu'il a faites c'est aussi d'ailleurs un sujet qui l'intéresse beaucoup. C'est cette capacité à créer de nouveaux espaces stratégiques, de nouveaux espaces économiques, de nouveaux espaces d'innovation. Le biomimétisme en fait partie. Et donc, si ce livre, ce livre va être intéressant pour toutes les personnes qui cherchent à entreprendre différemment, à aller explorer des domaines qui n'ont pas été explorés, à créer des entreprises, créer de la valeur dans des lieux ou des domaines qui aujourd'hui sont sans valeur. Idriss Aberkan, par exemple, aime bien définir le principe du déchet, où c'est quelque chose pour lequel on est prêt à payer pour se débarrasser. Mais le déchet peut être valorisé autrement, donc on peut à la fois vous payer pour débarrasser d'un déchet et que vous-même, vous soyez en capacité à lui donner une valeur. Par exemple, vous allez vous débarrasser parce que vous avez un café, du marc de café, et puis des personnes vont le réutiliser pour faire pousser des champignons. Donc ce déchet devient un terreau pour vos champignons, donc vous l'avez valorisé. C'est ce genre d'exemple. Si vous voulez avoir de la matière pour penser, pour ouvrir des portes sur d'autres domaines de réflexion et imaginer d'autres domaines où vous pourriez créer de la valeur, vous épanouir, innover, ce livre est certainement une très bonne lecture. Alors voilà, j'ai réussi à faire mes 25 livres présentés en 1h20. Je crois que j'ai perdu mon pari parce que j'ai parié avec Nelly que j'allais faire moins d'1 heure. Elle m'a dit « t'en seras pas capable ». Et là, je viens de perdre mon pari. Ça va faire rire tout le monde. Donc, si vous avez vous-même des livres qui ont transformé votre vie, c'est-à-dire vraiment, vous savez, vous arrivez sur un livre, peut-être que vous avez lu par hasard, parce qu'on vous l'a prêté, on vous a dit que c'était bien à lire, etc. Et à sortie de ce livre, vous êtes chamboulé. C'est-à-dire que vous pensez différemment, ou vous allez faire différemment, vous allez changer de vie concrètement avec un livre. Donnez-nous les titres en description de cette vidéo, ça pourra certainement en intéresser d'autres. J'aurais pu vous en présenter des centaines qui ont tous vraiment une valeur dans leur domaine. J'aurais pu vous parler d'agriculture, de santé, d'économie. Il y a plein de domaines aujourd'hui qui sont des domaines oubliés. Prenez le domaine de l'électroculture, par exemple. L'électroculture a été très connue dans les années 20, les années 30, jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, c'est un sujet totalement effondré, tombé, et c'est grâce à l'intervention de quelques passionnés qui numérisent des textes, qui reparlent d'anciens textes, qui font eux-mêmes des expériences, des formations, etc. Ça revient au goût du jour, mais il ne faut pas croire qu'une fois que quelque chose est publié, c'est définitif. Non, les choses peuvent être oubliées. Et le thorium en est aussi un bon exemple. Je vous parlais des choses qui se citaient dans les années 60, totalement oubliées. 99% des populations ne savent pas ce qu'est le thorium, alors qu'il est présent sur Terre. Les centrales nucléaires chinoises produisent de l'électricité et les Occidentaux en sont privés. Dommage. Donc, c'est des sujets majeurs. Donc, si vous avez, vous aussi, des livres qui ont été très importants dans votre vie et vous souhaiteriez partager le titre avec la communauté, donnez les noms et les titres en commentaire de cette vidéo. Je suis sûr que ça en intéressera peut-être d'autres. Et j'en profite pour rappeler que nous devons, en tant qu'individus, vraiment défendre au maximum le livre. Le livre est un outil essentiel pour la transmission de connaissances en totale liberté entre les générations. Et ce n'est pas quelques startups américaines qui doivent capter des milliers d'années de connaissances humaines qui ont été partagées dans des livres. Nous devons défendre le livre pour sa survie. Voilà. Je vous souhaite un bel été avec ces quelques lectures et je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!